Voici le capteur de réalité virtuelle. Taeguk s'est aussi développé rapidement, comme la Corée. Autrefois, la Thaïlande était considérée comme un pays à forte croissance économique, à l'instar de la Corée. Cependant, l'économie thaïlandaise fait face aujourd'hui à une crise importante due à plusieurs facteurs. La Thaïlande fait face à une forte concurrence de la Chine. Je vais vous présenter la situation actuelle du pays. Avant, 70% des électeurs ne votaient pas. Mais maintenant, ils votent lors des élections. N'oubliez pas d'aller voter au moins une fois. Commençons par examiner l'histoire et la situation présente de la Thaïlande. Comme mentionné, la Thaïlande était l'un des 5 tigres asiatiques avec la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour au début des années 1990. En 1993, selon un rapport publié par la Banque mondiale sur la croissance miraculeuse de l'Asie de l'Est, la Thaïlande était reconnue comme l'un des pays à forte croissance de l'Asie. Après l'accord du Plaza en 1904-25, les investisseurs étrangers ont afflué en Thaïlande pour profiter de sa main-d'œuvre bon marché, entraînant une croissance sans précédent du pays de la fin des années 1980 au début des années 1990. Le problème est que la Thaïlande a tenté de maintenir cette croissance sans innovation ni réforme structurelle, croyant que la période de forte croissance économique persisterait. En réalité, vers 1996, la Thaïlande a commencé à accumuler trop de dettes, notamment en important beaucoup de voitures japonaises, ce qui a conduit le pays à s'endetter massivement à l'échelle nationale. Cependant, la croissance économique de la Thaïlande à cette époque n'était pas attribuable à la compétence des politiciens thaïlandais. C'est parce qu'il y avait beaucoup d'investissements étrangers, ce qui a entraîné une forte croissance. Grâce à ces investissements étrangers, l'économie a connu une croissance rapide. À l'époque, la Thaïlande devait poursuivre son développement via l'industrie manufacturière pour maintenir sa croissance, mais n'y est pas parvenue. C'est aussi le cas de notre pays. L'afflux d'investissements étrangers nous a permis de développer de nouvelles industries, d'accumuler des avancées technologiques et de moderniser la structure industrielle, menant à notre succès. Ainsi, dans le cas de notre pays, nous n'avons pas été coincés dans le piège des pays à revenus intermédiaires, et nous avons pu rejoindre de manière stable le rang des pays avancés. Cependant, Taeguk n'a pas réussi à moderniser son économie et son industrie, trop fermée et autosuffisante. Cela a conduit à la crise financière de 1997. Ah, Sans Nîmes, la crise financière de 1997 n'est-elle pas survenue en Corée ? Le début de la crise financière du Fonds monétaire international a été déclenché par la crise économique en Asie du Sud-Est, et cela s'est également produit en 1997. La crise financière asiatique a commencé en Thaïlande. La Thaïlande n'a pas surmonté sa crise de confiance politique. La croissance économique n'a pas entraîné le développement de l'éducation et de la culture sociale en Thaïlande. L'innovation technologique, l'accès à l'éducation, l'accumulation de richesses, l'expansion de la classe moyenne et l'établissement de l'état de droit n'ont pas pu se développer. En Thaïlande, jusqu'au début des années 1990, le taux de poursuite des études secondaires était inférieur à 40%. Aujourd'hui encore, la Thaïlande a l'un des niveaux d'éducation les plus bas chez les travailleurs en Asie du Sud-Est. Il en résulte un manque de personnes hautement qualifiées, capables de former une élite pour diriger la société. De plus, le modèle économique et industriel de la Thaïlande dépendait beaucoup de l'étranger, avec même les principaux secteurs industriels souvent dominés par des entreprises étrangères. Les industries majeures en Thaïlande, telles que l'automobile et l'électronique, se sont développées sous l'influence des entreprises japonaises. La Thaïlande produit plus de 4 millions de voitures par an, se classant comme l'un des plus grands producteurs automobiles d'Asie. En 2022, elle était le 10e producteur mondial de voitures, et le 4e pour les véhicules utilitaires. La Thaïlande a développé son industrie automobile comme une industrie de transformation depuis les années 1960 en mettant particulièrement l'accent sur la production de pick-up. Le problème c'est que l'industrie est dominée par les entreprises automobiles japonaises. En 2022, Toyota détenait 34,2% du marché des voitures particulières en Thaïlande, se classant numéro 1. Les places de la 2e à la 5e sont aussi détenues par des sociétés japonaises. Les entreprises japonaises dominent le marché thaïlandais des pièces détachées automobiles, détenant 78,8% des ventes totales. Il est très difficile pour une entreprise thaïlandaise de percer dans ce secteur. Dans l'industrie électronique, les entreprises japonaises dominent également. Panasonic du Japon est entré en Thaïlande pour la première fois en 1959. L'industrie des appareils électroniques et électroménagers est dominée par les entreprises japonaises. Dans des secteurs comme l'automobile, les pièces détachées ou les technologies de l'information et de la communication, les entreprises japonaises dominent, tandis que les coréennes commencent à peine à s'y implanter. Vous voyez donc que les entreprises coréennes n'ont pratiquement aucun avantage. Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi la Corée parvient à rivaliser avec la Chine. Plusieurs raisons expliquent cela, mais la plus importante et la plus souvent citée est généralement le problème politique de la Thaïlande. En regardant la situation économique de la Thaïlande, on peut dire qu'il s'agit d'un capitalisme de connivence. La plupart des grandes industries thaïlandaises sont dominées par des politiciens ou des militaires. La Thaïlande adopte formellement un système capitaliste d'économie de marché. En 1932, la monarchie constitutionnelle a été instaurée par un coup d'état militaire en Thaïlande, mais le pouvoir royal y reste très fort et pratiquement intouchable.
Malgré son statut de monarchie constitutionnelle, la Thaïlande a de nombreuses lois restreignant la liberté d'expression, bien que peu appliquées. Les coups d'état militaires y sont aussi fréquents. Depuis le premier coup d'état en 1932, la Thaïlande a connu un total de 22 coups d'état jusqu'à présent. C'est pour cela que la situation politique est très instable. Comme mentionné précédemment, pour qu'un coup d'état réussisse en Thaïlande, l'accord du roi est indispensable. Seul son accord peut garantir le succès d'un tel événement. Techniquement, ce n'est pas un coup d'état au sens strict. En réalité, un coup d'état sans l'accord du roi se termine souvent par un échec. La situation politique en Thaïlande est assez particulière et unique. Les coups d'état militaires en Thaïlande ne font que remplacer le pouvoir, rendant difficile l'établissement d'une véritable souveraineté nationale, ce qui explique la forme politique anormale du pays. La politique thaïlandaise est actuellement structurée autour de la confrontation entre les militaires et les forces antimilitaires. La scène politique thaïlandaise est dominée par les militaires et les royalistes. Mais les jeunes générations, influencées par un désir d'ouverture économique, souhaitent du changement. Tout d'abord, parlons de la monarchie. En Thaïlande, la monarchie est l'une des institutions les plus riches du pays. D'abord, la monarchie thaïlandaise protège et maintient la loyauté de la population envers la nation et la région. De plus, la monarchie thaïlandaise possède le plus grand conglomérat industriel du pays, le groupe Siam Cement, ainsi que la Siam Commercial Bank, la plus grande banque privée du pays. Elle détient des parts dans plus de 100 entreprises, avec une valeur totale estimée de ses actifs pouvant atteindre 60 milliards de dollars. En Corée du Sud, la fortune est estimée à environ 84 200 milliards de won. Le ministère de la Défense possède de nombreux biens, mais il est difficile de distinguer ce qui relève des affaires militaires ou de la sécurité et défense nationale, rendant impossible l'addition de tout. La plupart des décideurs politiques sont issus de la famille royale ou de l'armée, évitant ainsi de prendre des mesures innovantes qui pourraient nuire à leurs intérêts. Comme mentionné, la monarchie et l'armée influencent grandement la structure politique, limitant ainsi la neutralité dans ce domaine. Les changements fréquents de politiques gouvernementales rendent difficile d'assurer une gestion stable et continue du pays. Le gouvernement et l'administration sont dominés par des groupes militaires traditionnels. L'ouverture implique la fin du système militaire. En Thaïlande, la monarchie est absolue. Critiquer le régime peut entraîner une peine d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'à 15 ans. Cela choque même les étrangers. En réalité, il y a eu des cas où des étrangers ont été expulsés du pays pour avoir insulté la monarchie. Et il y a même eu des cas où des diplomates étrangers ont été sanctionnés. Le Parti du Progrès, un parti d'opposition, a tenté de réformer la monarchie absolue avant d'être dissous. C'est pourquoi réformer cette loi est difficile. Lorsque cette situation continue, on constate que l'écart de richesse et de revenus en Thaïlande est très important. En dehors de Bangkok et Chiang Mai, la Thaïlande est très rurale, rappelant la Corée des années 1960. La Thaïlande a également un écart de richesse très important au niveau mondial, et elle se classe au 3e rang mondial pour l'écart de richesse, après la Russie et l'Inde. Selon un rapport du Crédit Suisse, en Thaïlande, 1% de la population détient 66,9% des richesses du pays. Le 1% supérieur inclut les grandes familles riches, ainsi que les militaires et politiciens influents. De plus, Rayong, la région la plus riche de Thaïlande, a un produit intérieur brut par habitant de 32 849 $, proche de celui de la 35 569 $. En Thaïlande, Amphonapho, la province la plus pauvre, a un produit intérieur brut par habitant de seulement 1609 $. En Corée du Sud, l'écart de revenus entre la région la plus riche et la plus pauvre est 20 fois supérieur, ce qui est anormal. En Thaïlande, la polarisation entre riches et pauvres s'accentue de plus en plus au sein du pays. D'après la division de la population des Nations Unies, la proportion de Thaïlandais âgés de 65 ans et plus est passée de 7% en 2002 à 14% en 2021. Par rapport à d'autres pays, la proportion de la population âgée en Thaïlande a changé en seulement 19 ans, contre 24 ans au Japon, 72 ans aux États-Unis et 115 ans en France. Le taux de natalité a récemment chuté à un niveau record de 1,16 enfants par femme. La baisse rapide du taux de natalité, plus importante qu'en Corée, soulève de vives inquiétudes pour l'avenir. La Corée, en pays avancé, a réussi à s'industrialiser de manière stable, lui donnant une marge de manœuvre. La Thaïlande, encore en développement, n'a pas cette latitude. La chute rapide de la natalité et le vieillissement de la population en Thaïlande représentent des défis majeurs pour l'avenir du pays, ce qui est perçu comme un facteur très négatif. Pour résoudre la situation en Thaïlande, le gouvernement doit absolument réformer le système. Cependant, cela ne se déroule pas comme prévu. Plusieurs s'interrogent sur la situation en Thaïlande. Donnez votre avis en commentaire, j'y répondrai dans la prochaine vidéo. Merci.